Alors effectivement, introduire ce colloque, alors j'avais choisi ce titre du patient formateur au médiateur de santé pair, histoire d'une formation universitaire ancrée dans la cité. C'est pas un simple colloque sur le patient aujourd'hui. C'est vraiment la première étape d'un partenariat entre le Centre de recherche juridique de Paris 8, le CRJP 8, que je co-dirige, et le CI3P, l'Université Côte d'Azur. Il faut savoir que Paris 8 est vraiment partie prenante depuis longtemps maintenant dans la construction de cette histoire du patient comme partenaire de soins. C'est une histoire que connaît très bien Luigi Flora. Effectivement, il avait rappelé que j'avais été son directeur de mémoire jadis. Et c'est une histoire que connaît très bien Luigi Flora, puisqu'il avait aussi coordonné avec moi à Paris 8 deux formations. J'en parlerai bien évidemment. La formation information, médiation et accompagnement en santé, puis celle sur les médiateurs de santé pair en santé mentale. Mais avant de parler de ces deux formations et d'évoquer bien évidemment le contenu de ce partenariat que l'on a mis en place avec Nice, puisque nous avons mis en place une convention, je voudrais revenir un peu sur l'histoire de la relation médecin-patient, puisque en dehors du droit de la santé, je suis aussi historien du droit, donc évidemment, la transition est assez facile pour moi. Donc un peu d'histoire. Un peu d'histoire parce que les malades aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Pendant très longtemps, ces malades, ils ont été inféodés au paternalisme médical et ils devaient donc obéir aux médecins. Si on remonte, par exemple, au serment d'Hippocrate, IVe siècle avant notre ère, on peut y lire notamment, je cite, « Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades ». Les médecins se vouaient ainsi, comme aujourd'hui, à l'utilité des malades. Mais pas plus qu'un père ne requiert pour agir le consentement de ses enfants, ou le maître d'école celui de ses élèves, on n'exige pas plus du médecin qu'il sollicite préalablement l'assentiment des malades. Autre texte intéressant, le traité hippocratique de la bienséance. Traité hippocratique de la bienséance dans lequel on recommande, je cite, de cacher la plupart des choses au malade pendant qu'on s'occupe de lui, sans dire un mot de son état présent ou futur, car à cause de cela, nombreux sont les malades dont l'état a empiré. Conclusion, les malades doivent faire confiance aux médecins et suivre simplement et scrupuleusement ses prescriptions, leurs prescriptions. Continuons à remonter les siècles et arrêtons-nous désormais au XIVe siècle. C'est à cette époque que le chirurgien Henri de Mondeville écrit la chose suivante. Il écrit, je cite, que le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de ses malades, c'est de leur exposer les dangers qui résultent pour eux de leur désobéissance. Il les exagérera si le patient a l'âme brave et dure, il les atténuera, les adoucira ou les taira, si le malade est pusillanime ou bénin, de crainte qu'il ne se désespère. Toujours à la même époque, le chirurgien Guy de Chauliac écrit à son tour que le médecin attend de son patient qu'il lui obéisse tel un cerf à son seigneur. 300 ans plus tard, le docteur Turgon de Molière parlera, lui, de l'obéissance que l'on doit à son médecin. Je continue à remonter le siècle, et j'en arrive aux années 60, 1960. Plus contemporain, en effet, dans les années 1960, le professeur Porte, qui a été président du Conseil national de l'Ordre des médecins, et qui considérait, lui, que, je cite, « face au patient, inerte et passif, le médecin n'a en aucune façon le sentiment d'avoir affaire à un être libre, à un égal, à un père, qu'il puisse instruire véritablement. Tout patient est et doit être, pour lui, comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper. Le patient, à aucun moment, ne connaissant au sens exact du terme sa misère, ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé. » Alors que peut-on retenir de ces rappels historiques? Deux enseignements. Premièrement, les praticiens
ont préféré, au nom du paternalisme médical, garder le silence sur des informations relatives à l'état de santé de leurs patients. Pourquoi? Pour ne pas les alarmer inutilement. Deuxième enseignement, c'est la question de l'obéissance et non celle de la décision partagée, qui a été pendant longtemps au cœur de la relation médecin-patient. Une nouvelle évolution se dessine ensuite avec la loi Kouchner du 4 mars 2002. Une loi qui semble inverser les rôles en mettant en exergue le consentement du patient et en reléguant au second plan la nécessité thérapeutique. En effet, si vous prenez le Code de la santé publique dans sa rédaction post-loi de 2002, le droit à l'information des usagers et celui d'exprimer leur volonté, il apparaît à compter de l'article L. 1111-2. La nécessité thérapeutique, elle n'apparaît qu'à partir de l'article L. 1111-4, lorsqu'il est indiqué que le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le malade d'accepter les soins indispensables. En fait, en instituant la démocratie sanitaire, cette loi, elle entendait replacer la personne malade au cœur de la relation médicale et établir une relation plus égalitaire où le patient serait reconnu comme un véritable citoyen. Pour y parvenir, le législateur de 2002 prônait non seulement la nécessité d'une meilleure transparence dans la relation médecin-patient, mais aussi, important, la reconnaissance de droits au profit du patient. Le droit de décider, le droit de choisir une thérapeutique, le droit de refuser les soins, le droit de choisir le temps de sa mort, le droit de mourir dans la dignité, etc., etc. Évidemment, tout ceci n'a pas été sans se heurter à certaines résistances. Des résistances juridiques, je pense à l'arrêt Sena-Nayake du Conseil d'État du 26 octobre 2001, dans lequel on peut lire, je cite, « La règle du consentement aux actes médicaux ne revêt pas un caractère absolu qui conduirait à la faire prévaloir en toutes circonstances. » En l'occurrence, il s'agissait ici, vous vous en souvenez peut-être, d'un refus de transfusion qui mettait en jeu la vie du patient. Des résistances médicales aussi. Je pense à l'article du docteur Philippe Biclet, « Faut-il transfuser un témoin de Jéhovah contre son gré ?» pour une interrogation, qui avait été publié en 2003 dans la revue Médecine et Droit, et dans lequel il estimait que le respect du consentement ne peut aller jusqu'à contrarier la déontologie médicale, et je cite son combat pour la vie. Il est un autre point que je voudrais aborder et qui s'inscrit bien évidemment dans cette évolution que je suis en train de relater. C'est celui de la dispensation de l'information portant sur les maladies et les traitements par des tiers non soignants. C'est un phénomène qui prend racine nettement dans le milieu des années 1980, au début de l'épidémie de sida, avec des associations qui s'imposent comme des acteurs essentiels de la lutte contre la maladie et qui prennent en charge l'accompagnement informationnel des personnes touchées ou particulièrement exposées. L'Internet, évidemment, est aussi sans aucun doute un facteur supplémentaire de bouleversement des configurations traditionnelles de l'information médicale. La situation, vous le savez, où l'on voit un patient consulté avec un épais dossier de documents trouvés sur Internet, c'est quelque chose qui s'est banalisé, avec parfois des consultations où le patient arrive et a déjà fait le diagnostic. Conséquence, eh bien, la notion d'information, elle perd de plus en plus toute consistance technique, puisqu'en pratique, tout est accessible. La notion même d'information médicale, elle se recompose. L'information médicale portant sur la maladie et les traitements, elle n'est plus exclusivement associée à l'information médicale délivrée par un médecin. Et se sont développés ainsi, sur cette base, en mobilisant des non-soignants, un certain nombre de dispositifs très innovants d'information des personnes touchées par la maladie, à un titre ou à un autre, c'est-à-dire comme malades ou comme proches. Vous les connaissez,
Sida Info Service, Cancer Info Service, ainsi que d'autres services sur le modèle de la téléphonie sociale. On pourrait citer aussi la Cité de la Santé, de la médiathèque de la Villette, mais aussi différents types de points d'information santé créés par des collectivités territoriales qui renseignent également un très large public. On pourrait citer également la maison des usagers qui avait été ouverte à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris, qui intègre des fonctions d'information médicale. Mais c'est sans doute l'expérience des espaces de rencontre et d'information, les ERI, qui est la plus parlante. De quoi s'agissait-il? L'ERI, c'était une structure d'accueil complètement originale, née de la volonté exprimée par les malades lors des premiers états généraux du cancer en 1998. C'est un lieu ouvert, accueillant sans rendez-vous toute personne, patient, proche, mais aussi soignant, qui souhaite obtenir des informations répondant à une préoccupation quelconque en rapport avec la maladie ou qui souhaite tout simplement échanger. L'ERI, à l'époque prototype, vous vous en souvenez, est ainsi né à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Cette expérimentation, elle a été évaluée pour déboucher ensuite sur la définition, puis sur l'ouverture à l'Université Paris 8 de la première formation universitaire supérieure au nouveau métier de l'information en santé. Ma transition est toute faite pour présenter les formations. Cette création, je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui et la saluer. Cette création, elle est totalement à mettre au crédit d'Anne Festa. Anne Festa qui avait un long parcours militant et associatif dans le domaine des maladies et de la santé. J'ai été associé à elle dans le cadre de cette formation et donc à ce diplôme entre 2007 et 2012. C'était une formation destinée aux professionnels de l'action sociale et de la santé, intervenant déjà ou se destinant à intervenir à l'interface entre les usagers et le système de soins. L'objectif était de préparer spécifiquement à l'exercice des nouveaux métiers de l'information et de la médiation médicale, induits par le développement des mouvements de malades, VIH, myopathie, cancer, etc., et par l'évolution de la réglementation de santé publique en matière de relations avec les usagers. Cette formation, elle incluait des contenus certes attendus sur les droits des patients et sur l'organisation sanitaire, mais aussi des entraînements à l'accueil et à l'écoute. À cela s'ajoutaient deux volets spécifiques qui constituaient cette fois-ci une innovation plus radicale dans le domaine. Premier volet, un programme très consistant sur la connaissance des maladies et des traitements, ainsi que sur le vécu des malades. Ce programme médical, il était donc organisé autour de la trajectoire du malade dans un certain nombre de maladies types, cancer, diabète, cardiopathie notamment. Il était dispensé par des médecins d'une part et par des patients formateurs d'autre part. Luigi Flora vous en parlera bien évidemment avec moult détails. Cette mobilisation des patients dans le processus de formation, à l'époque, constitue en soi une expérimentation. Deuxième volet, un module théorique et pratique sur la conduite de projet et sur l'évaluation. Oui, évidemment, on tenait compte ici, à l'époque, de ce que les professionnels de ces nouveaux métiers auraient, dans un premier temps, à dessiner eux-mêmes les contours de leur activité, à mettre en place des outils d'auto-évaluation, à monter des projets impliquant des institutions variées et derrière à œuvrer à leur pérennisation, et puis enfin à rendre compte à des évaluateurs externes. Cette formation, elle a été véritablement pionnière à l'époque dans cette démarche de professionnalisation de l'activité d'information des malades. La deuxième formation qui a été hébergée par Paris 8, dont je voudrais dire quelques mots, concerne les médiateurs de santé pair en santé mentale. L'expérimentation des pairs aidants en santé mentale, elle s'est inscrite aussi dans le mouvement général
d'émancipation des patients dont je viens de parler. Je voudrais rappeler à ce propos qu'au niveau international, vous avez de nombreux textes qui soulignent l'importance du rôle et de la participation des usagers, individuellement et collectivement, à tous les niveaux de l'organisation des soins. Prenez l'article 4 de la déclaration d'Alma-Ata de 1978. Cet article 4 de la déclaration d'Alma-Ata de 1978 sur les soins de santé primaire énonce, par exemple, je cite, que tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont destinés. Au niveau européen, l'empowerment, qui renvoie à l'émancipation des patients, hein, l'idée que le patient reprend sa santé en main, l'empowerment est l'une des 5 priorités définies dans le plan d'action d'Helsinki pour la santé mentale en Europe, qui a été signé en 2005 par les ministres de la Santé de 52 pays sous l'égide de l'OMS. L'empowerment et la participation des usagers sont aussi des points centraux du Pacte européen pour la santé mentale de 2008. Enfin, en 2013, le plan d'action pour la santé mentale 2013-2020 de l'OMS intègre aussi, bien sûr, le rétablissement comme une de ses valeurs essentielles. Mais revenons aux pères aidants. Dans plusieurs pays, depuis près de 2 décennies, vous avez des expériences qui ont été menées pour intégrer d'anciens usagers de la psychiatrie, désormais rétablis, dans des équipes de soins en santé mentale. Alors, on les appelle pères aidants au Québec, Peer Support Workers au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Et enfin, on les appelle UFE, usagers familles experts, en Italie. Au-delà de la dénomination, l'objectif commun à ces différents projets, c'était de favoriser l'entraide entre malades souffrants et malades ayant souffert de maladies, somatiques ou psychiques, afin de redonner espoir, appuyer la résilience et aussi apporter une forme d'expertise aux équipes psychiatriques. La France, eh bien la France avait lancé à son tour, en 2010, un programme intitulé Médiateur de santé père. Programme piloté à l'époque par le centre collaborateur de l'OMS à Lille. Il s'agissait de mobiliser et de former d'anciens malades aux côtés des professionnels de santé mentale, justement, pour mieux accompagner les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Pour le docteur Massimo Marsili, que je salue et avec qui on avait beaucoup travaillé à l'époque, je cite, « Le médiateur de santé père, qui grâce à son rétablissement, a atteint un bon niveau de recul par rapport à sa souffrance psychique. Mais surtout, c'est une personne qui a pris la décision de vouloir entamer une professionnalisation dans le domaine de l'aide en valorisant les expériences acquises qui lui ont permis d'avancer dans le rétablissement, même si celles-ci ont été douloureuses. » Et Paris 8 avait été justement approché à l'époque par les équipes du docteur Jean-Luc Roland du CCOMS de Lille. Le docteur Roland qui avait été très intéressé par le premier diplôme information, médiation et accompagnement en santé dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui voulait justement transposer l'expérimentation au domaine de la santé mentale. C'est comme ça qu'est né ce deuxième diplôme, médiateur de santé père, dont j'ai assuré la coordination pédagogique entre 2011 et 2013. C'était vraiment un programme pilote, hein, là aussi à l'époque, un programme expérimental. Programme pilote déployé sur 3 régions. Nous avions à l'époque le soutien des ARS Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc un programme pilote qui s'organisait autour d'une formation à la médiation en santé mentale, justement en valorisant le savoir expérientiel d'anciens usagers des services de santé mentale. La formation théorique, elle était assurée par Paris 8, avec des sessions de formation dans les 3 régions. La formation pratique, quant à elle, elle faisait intervenir 16 services de psychiatrie adulte qui accueillaient donc
ces médiateurs de santé pairs en formation. Alors en fait, les participants étaient sous contrat professionnel pendant 2 ans, sous la forme de CDD renouvelables. Ces médiateurs de santé pairs, ils travaillaient sous la responsabilité des médecins, en binôme avec un professionnel de l'équipe d'accueil. Généralement, c'était un infirmier ou un travailleur social. Ils rencontraient bien évidemment les patients sur indication médicale et avec l'accord explicite des patients concernés. Pour autant, ils n'avaient pas accès au dossier des patients. La traçabilité de leur intervention, elle était enfin assurée par les professionnels de santé qui les encadraient. Tout à l'heure, vous aurez la communication de Sébastien Rubinstein, qui a été médiateur de santé pair. Il pourra vous en parler en détail cet après-midi. Je crois que c'est la première communication de l'après-midi. Concernant le secret professionnel, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui a été une épine à l'époque dans notre pied. Concernant le secret professionnel, eh bien celui-ci s'imposait évidemment aux médiateurs de santé pair. Ce qu'on appelle le secret professionnel, le secret médical partagé. Pour rappel, l'article L1110-4 du Code de la santé publique précise, je cite, qu'excepté dans les cas de dérogation expressément prévue par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes, et de toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il s'impose communiquer aux médiateurs de santé pair que les informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le strict respect des droits et de l'intérêt du patient. Programme expérimental, mais c'est une formation vraiment qui a rencontré un réel succès. Vraiment un réel succès. Pour autant, je ne vous le cacherai pas, cela n'a pas été un long fleuve tranquille, à cause notamment, à l'époque, de l'opposition institutionnelle des syndicats infirmiers et à celle plus idéologique des psychiatres, pas tous, de certains psychiatres, hostiles à ce qu'un malade à peine formé, pour reprendre certaines des critiques, puisse devenir un soignant. Je voudrais enfin, évidemment, en arriver à aujourd'hui, c'est-à-dire au partenariat. Les transformations des représentations de la société sur la place des patients dans le système de santé, bien évidemment, elles se poursuivent aujourd'hui, sinon nous ne serions pas là. Et le CI3P en est un bel exemple, illustrant cette volonté de participer au développement du partenariat de soins avec le patient dans l'enseignement, les milieux de soins et la recherche. La faculté de Nice, elle est ainsi la première en France à avoir établi un vrai partenariat avec les malades. Paris 8 et le CRJP8 que je codirige ont voulu accompagner ce changement en créant justement un partenariat avec eux ici. L'objectif, il est d'assurer durablement le développement, la promotion et la représentation du patient partenaire. Il s'agira donc de proposer des stratégies qui favorisent le partenariat de soins entre les professionnels de santé et les patients. Cette collaboration, comment va-t-elle s'organiser? Eh bien, elle va s'organiser tout d'abord à travers la collaboration à des recherches permettant une activité légitimée et institutionnellement durable des patients formateurs. Il s'agira aussi, bien évidemment, d'accompagner les ajustements nécessaires au système de santé pour essayer de répondre au mieux aux mutations actuelles et à venir de nos sociétés et permettre aussi une meilleure lisibilité législative. Il s'agira enfin de concevoir des sessions de formation, de participer à des communications conjointes lors de colloques et de conférences, ou encore de co-rédiger des articles scientifiques. C'est donc un très vaste chantier à construire et ce colloque constitue à mes yeux la première pierre de notre partenariat. Je vous remercie pour votre écoute.